On est vendredi, il est 22h15 et c'est On nous cache tout. On nous cache tout. Aujourd'hui, ça devrait plutôt s'appeler On nous dit tout, on révèle tout. Parce qu'aujourd'hui, l'émission est consacrée à une association qu'on connaît bien, puisqu'on voit souvent le président s'exprimer dans les médias. On voit souvent des enquêtes qui sont révélées par cette association qui s'appelle Anticorps. Anticorps, c'est une petite gélule qui lutte contre la corruption, qui lutte contre les mauvaises pratiques et qui prône l'éthique. Messieurs, mesdames d'Anticorps, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec Carole Rouault, qui est représentante d'Anticorps à Paris. Quelle est votre fonction exacte? Oui, j'ai été membre du conseil d'administration d'Anticorps et maintenant je fais partie du groupe Paris, effectivement. D'accord, très bien. Et Alexandre Calvez, aussi d'Anticorps. Donc votre rôle à Anticorps, c'est? Eh bien, je suis co-référent Anticorps Paris, justement. Co-référent. Qu'est-ce que ça veut dire référent? Allez, on explique. Alors, donc Anticorps, il y a un certain nombre de groupes dans chaque département de France, quasiment dans chaque département. Et donc à Paris, il y a un groupe qui est plutôt volumineux parce qu'on est quasiment 150 membres. Et pas tous actifs évidemment, il y a toujours 2 personnes qui ont en charge l'animation de ce groupe, l'étude des alertes qu'on peut recevoir, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu plus dans le détail sur le fonctionnement. Mais donc voilà, notre rôle c'est de faire vivre l'association à l'échelon local. Alors, on va revenir là-dessus. Accompagné aujourd'hui avec Élodie Toublanc. Bonsoir. Qui fait partie de l'Académie du Visuel, qui prépare une émission sur la musique qui s'appelle B-Moll, Les secrets de la musique, Élodie. Qui commence le 2 février. Et Arnaud, qui est le recherchiste, le documentaliste, le fouille, j'allais dire, je sais pas quoi, de IRM. Bonsoir tout le monde, et je suis très heureux en fait de découvrir ce qu'est Anticorps, cette association qui... on va s'occuper des politiques en fait, c'est très agréable. C'était difficile en fait au début et puis je pense qu'on va faire une très bonne émission. Très bien, alors moi je suis très, très content que vous soyez là. Je vous ai écrit l'année dernière parce que ça fait longtemps que je voulais collaborer avec vous, vous faire venir dans notre émission et pourquoi pas tisser des liens avec la radio, puisque la vocation de IRM, Scan ta vie, c'est de montrer la face cachée des choses connues. Là on est pile dedans. Et vous, Alexandre, vous aviez répondu à mon courrier. On devait se voir en fin d'année, mais entre les tracas, les embarras et les maladies, ça n'a pas pu se faire. On est là avec vous aujourd'hui, tout le monde vous attendait. Et on est vraiment bien content de vous avoir. Nous aussi, on est super contents. Ça fait toujours plaisir d'être invité à participer, en particulier quand c'est une radio qui s'adresse aux 18-35 ans, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le public avec lequel on a l'habitude de travailler, donc on s'en réjouit. Merci pour l'invitation. Alors, première question que je pose à vous deux, et puis vous verrez lequel d'entre vous veut répondre. On voit souvent votre président qui intervient dans les grands médias parce qu'au sujet de telle affaire ou de telle autre, on va revenir sur les affaires. Mais moi, j'ai une petite curiosité au départ, c'est comment vous fonctionnez, comment ça se passe. Est-ce que vous avez un service d'investigation? Est-ce que vous avez des détectives? Vous faites de la veille? Vous êtes dans l'intelligence économique? Comment ça se passe? Alors, moi j'y vais, Alex. Vas-y. Alors, Anticorps, c'est d'abord une association qui est composée de bénévoles. Hein. Nous sommes tous bénévoles. D'accord. Donc, c'est une association nationale qui a un conseil d'administration, central, on va dire. Et ensuite, on est effectivement, comme on disait, on rayonne dans tous les départements avec un système décentralisé, avec des groupes locaux qui animent le territoire. Voilà. Il y a des allers-retours entre le conseil d'administration, la tête, et le territoire. Donc tous ces bénévoles, effectivement, ont un travail de terrain. On reçoit des informations. Alors, c'est le travail de terrain, en quoi ça consiste? Ils font de la veille, ils fouillent, ils vont regarder ce qui se passe, ils vont regarder dans les registres. On fait beaucoup de choses. Ils essaient de voir les fiches de paye. Alors non, Anticorps n'instruit pas, nous ne sommes pas un service ni de police ni d'enquête. Nous recevons éventuellement ce qu'on peut appeler des alertes et nous étudions les alertes. Nous demandons évidemment les pièces. On parlera de la différence qu'il y a entre alerte et délation tout à l'heure. Voilà. En tout cas, nous recevons des informations ou des citoyens qui disent ça ne va pas pour telle ou telle raison sur tel ou tel sujet. Nous demandons évidemment des documents les plus précis possibles. On les étudie. On a un service juridique, on a un pôle juridique qui étudie les faits. On voit si les faits dénoncés entrent dans les statuts de l'association, puisque nous ne sommes pas amenés à faire tout et n'importe quoi. Il y a d'autres associations, il y a tout un réseau d'ONG autour des problèmes de corruption. Nous travaillons sur l'éthique et la lutte anticorruption dans la sphère publique. Voilà.
nous, c'est ça, c'est la sphère publique notre intérêt. On ne va pas aller travailler, par exemple, sur les questions de grandes multinationales privées. Ce n'est pas notre sujet. Donc si ça touche l'éthique ou la corruption dans le monde politique et dans la sphère publique, c'est pour nous. D'accord. Ben, quand il y a par exemple, une collusion entre la sphère privée et la sphère publique, c'est pour vous aussi. Tout à fait. Hein, Si ça touche le public, on est pile dedans. est Quand on concerné. parle des pantoufles, par exemple, on est bien dans les allers-retours entre le public et le privé. Oui. C'est pour ça qu'on a à la fois un travail de veille, comme vous disiez, puisque effectivement on regarde ce qui se passe dans l'actualité et éventuellement on se saisit nous-mêmes, on s'auto-saisit de sujets qui nous paraissent importants, ou on nous alerte, on nous envoie des informations. Là on vérifie donc les informations, parce qu'évidemment tout n'est pas forcément juste ou vrai ou lié à ce qu'on va mener ensuite comme action. On vérifie ensuite le cadre juridique dans lequel ce dossier peut s'intégrer. On évalue ce qu'on appelle les risques pénaux, c'est-à-dire comment est-ce que ça peut être qualifié et quels sont les enjeux sur un plan judiciaire. Et ensuite, on décide de la recevabilité de ces faits par rapport à nos statuts et en lien avec nos 2 agréments, puisque nous avons 2 agréments très importants. Alex, si tu veux Alors, dire. le premier agrément, il nous provient de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Donc, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, c'est une structure qui a été créée après le scandale Cahuzac. Rappelez-vous, ce ministre du Budget qui fraudait le fisc. Oui. Donc, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, elle a en charge le contrôle des revenus, le contrôle du patrimoine des élus, des hauts fonctionnaires. C'est cette autorité auprès de laquelle on fait ses déclarations quand on est élu, aux déclarations de patrimoine, Tout à etc. fait. On est bien d'accord. Exactement, ça. et la Haute Autorité, elle vérifie Ça, les gens qu'il y a pas connaissent, eu- on connaît. Ouais. Et la Haute Autorité en question, elle vérifie qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel, notamment lorsque une personne a exercé un mandat. Donc la Haute Autorité pour la Transparence de la Publique, elle nous a donné un agrément anti-corps, ce qui nous permet, nous, en consultant les déclarations des élus, des hauts fonctionnaires, si on constate qu'il y a manifestement quelque chose d'assez louche, que ce soit dans l'origine des revenus d'un élu ou dans une augmentation anormale de patrimoine, et ben nous, on va pouvoir faire un signalement à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui doit ensuite vérifier ce qui se passe, quitte à peut-être ensuite faire un signalement à la justice. Oui, Ça, c'est... et on est habilité à signaler directement au procureur de la République, à saisir le procureur si besoin. Voilà, et le deuxième agrément, alors celui-là, c'est vraiment la grande force d'Anticor, c'est qu'on est agréé par le ministère de la Justice directement pour se constituer partie civile, ça veut dire pour agir en justice, si des manquements à la probité, donc corruption active, corruption passive, trafic d'influence... Comment c'est né tout ça? Comment vous avez réussi à obtenir tous ces agréments sans retracer l'intégralité de Ouais, l'histoire, bien sûr. parce qu'on y passerait 2 heures? Comment vous avez réussi? Parce que c'est une association. Tu me permets, Carole, de répondre sur ce Vas-y. point-là? Alors, donc, c'est assez récent, l'agrément du ministère de la Justice, c'est 2015. À l'époque, c'était Christiane Taubira qui était ministre de la Justice et qui a décidé de reconnaître un rôle aux associations citoyennes comme la nôtre, comme étant partie prenante de la vie démocratique et qu'on avait notre mot à dire s'il y avait des réels manquements. Donc, c'est un agrément qui a une durée de 3 ans, qui a été renouvelé en 2018 et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. C'est quelque chose qui est vraiment à la discrétion du ou de la ministre de la Justice et si au bout de 3 ans le ou la ministre de la Justice décide de nous retirer cet agrément, et ben Anticor perd une de ses forces de frappe. Donc on y reviendra je pense tout à l'heure parce que c'est un sujet d'actualité. Si vous déplaisez au ministre de la Justice parce que vous allez fouiller dans ses tiroirs et dans son compte en banque, vous risquez gros. Il y a un risque. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais... Ouais, mais il y a un petit risque, effectivement. Il faudrait pas. On sait que une association comme Sherpa, par exemple, qui agit un petit peu dans le même domaine que nous, sur notamment la corruption des multinationales ou alors tout ce qui est industrie extractive en Afrique et leurs pratiques. Voilà, ils n'ont pas eu de renouvellement de leur agrément, donc on n'est que 3 assos à être agréés pour pouvoir agir en justice en France de cette manière-là. Sherpa l'a perdu, il y a eu un petit tollé, Sherpa s'est défendu, etc. Et ils viennent de le récupérer il y a peu de temps. Donc tout est question de politique et d'influence. Mais malgré tout, on est assez serein, on sait que le travail il est fait de qualité et on espère ne pas le perdre en 2021, cet agrément. En tout cas, on va tout faire pour le garder. Puis on bénéficie maintenant quand même d'une certaine histoire, puisque l'association a été fondée en 2002. Et depuis, elle a quand même prouvé qu'elle faisait un travail de qualité et qu'elle était utile à l'intérêt général et en tout cas au débat public en France. On est impliqué dans quasiment 70 affaires en ce moment. 70. Alors quoi qu'on en dise, on peut se réjouir d'être dans un pays où une association comme Anticor peut vivre et survivre. Et quels sont vos revenus? Alors, nous n'avons aucune subvention, ce qui permet une totale indépendance.
Nous sommes très très attentifs à cette indépendance et nous vivons des cotisations de nos adhérents. Nous avons plus que doublé les nombres d'adhérents en moins de 2 ans. On en est quasiment là à 4000 adhérents. Vous pourrez me dire que c'est très peu, effectivement. Il faudrait qu'on soit 250 000, mais voilà. Combien ça coûte Alors, il y a un d'être tarif adhérent Anticor 5 € pour... ça, c'est le tarif de droit commun. Il y a un tarif pour les demandeurs d'emploi, étudiants, etc., qui est à 12 €. 12 € par an? Par an, exactement. On peut adhérer en ligne. Et les associations, elles peuvent adhérer les organismes les sociétés commerciales, les partis politiques? Non. Ah oui, non, mais je pose la question. Non, franchement, on est... Et on vit de dons, et le conseil d'administration s'arroge la possibilité de refuser éventuellement un don. Refuser les dons, ouais. D'accord. Et alors, en termes de pourcentage, parce que la question est complètement légitime, on est à peu près sur 75% de nos recettes qui viennent des cotisations de nos adhérents et 25% qui viennent de dons de particuliers. Et comme l'a dit Carole, on se réserve le droit de refuser si on n'est pas tout à fait en ligne avec le donateur. Et sachant qu'on a un système de dons fléchés maintenant en ligne, c'est-à-dire qu'une personne qui estime vouloir aider à la poursuite d'une affaire en particulier, qui donne de l'argent pour cette affaire-là, demande à ce que l'argent serve notamment pour payer les frais judiciaires, les frais d'avocat qui sont très très chers. On peut flécher notre don. C'est l'avocat parce que vous êtes attaqué, c'est ça? Vous avez à vous défendre ou pour... Non, nous attaquons. Vous attaquez, d'accord. Il arrive qu'on soit attaqué en diffamation, mais c'est quand même relativement rare. Mais le premier poste budgétaire de l'assaut, c'est les frais d'avocat pour toutes les affaires dans lesquelles on décide de s'impliquer. Ça répond partiellement à la question suivante que je voulais poser. C'est quel usage est fait de l'argent? Qu'est-ce qui est réellement dépensé à la cause? Quels sont les frais de fonctionnement? Parce qu'on a eu des expériences avec des associations qui faisaient appel à des dons. Et vous connaissez la suite puisque c'est le cœur de votre, de votre recherche. Alors, Anticor a quand même 2 salariés. C'est énormément de travail. On reçoit sur quel poste? Plus de 1000 alertes par an. Alors, on a un salarié, un poste salarié à plein temps qui est sur du transversal. C'est vraiment pour la vie administrative au quotidien de l'association. Il faut gérer un conseil d'administration de 20 personnes, les relations... de courrier, les sites internet, les réseaux sociaux, la communication. Et on a depuis peu également un poste de juriste, parce qu'on croule sous l'évaluation des dossiers sur un plan juridique. En moyenne, on recevait une dizaine d'alertes par jour il y a quelques mois. Alors, je ne sais pas si les statistiques sont toujours de ce niveau-là, mais 10 alertes par jour, c'est 10 gros dossiers qui sont tous évidemment ultra compliqués. Donc voilà, c'est une activité qui est pas simple à mener. Et c'est vrai que l'activité juridique, c'est quelque chose sur lequel on veut donner une orientation stratégique pour se renforcer là-dessus, parce qu'on a eu des périodes où on était un peu dépassé là-dessus. Et là, on commence à ressortir la tête de l'eau à ce niveau-là. Alors, dernière question, et après je vais laisser la parole à mes petits camarades qui sont là, Élodie et Arnaud. Quelles sont vos relations, si vous en avez, outre les relations intellectuelles ou amicales, avec des titres de presse écrite ou des Mediapart, pour ne citer que Mediapart, puisque vous reprenez parfois leurs informations et vous enchaînez, vous déclenchez, vous diligentez une recherche par rapport à un article qui aurait pu être produit par Mediapart, et inversement, Mediapart peut utiliser certaines des alertes que vous lancez pour aller enrichir ses propres recherches, mener ses propres investigations. Est-ce qu'il y a un lien organique, financier Anticor est attaché à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, son corollaire, c'est la liberté de la presse. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc évidemment, nous sommes en relation, nous lisons la presse comme tout le monde. On est aussi sur les réseaux sociaux. Jean-Christophe Picard, le président, est connecté. On voit tout ce qui se passe. On fait de la veille, c'est ce que je vous disais en début d'émission. Mais il n'y a pas de rapport particulier ou spécifique avec tel ou tel titre de presse. Après, forcément, vous avez des organes de presse qui sont dans l'investigation. Donc, ils vont faire ressortir des affaires qui vont nous intéresser et vice-versa. Donc, ça peut être la cellule d'investigation de Radio France, ça peut être effectivement Mediapart, le Canard enchaîné, les titres qui sont actuellement les titres les plus en vue pour l'investigation. Mais il n'y a pas de lien de partenariat, ni financier, ni même amical. On n'a pas de relation de ce type-là avec ces titres de presse. Est-ce que vous avez quand même
et après je vais vraiment me taire, mais c'est tellement intéressant. Vous avez quand même dressé une typologie de la presse, et alors peut-être que vous n'allez pas vouloir répondre à ma question, pas complètement, avec voilà les titres d'une presse libre, voilà les titres d'une presse qui appartient à des grands groupes militaro-industriels, et voilà une presse qui est sous dépendance des pouvoirs en place. C'est très très rudimentaire ce que je vous dis là. Hein. Non, mais c'est intéressant. Alors nous, on ne catégorise pas la presse en fonction de l'actionnariat. En revanche, effectivement, le fait qu'un journal comme Le Figaro soit la propriété de Serge Dassault, ça nous interroge à titre personnel, pas au titre de l'association, mais ça nous interroge énormément. Serge Dassault est probablement un des hommes politiques les plus corrompus de la Ve République. Et qu'on a mené une action contre lui en justice. Voilà, après, on ne jette pas la rédaction du Figaro pour autant. Non, on discute avec tout le monde. Vous ne portez pas de jugement sur la qualité des journalistes. C'est pas notre rôle. En revanche, l'appartenance du titre à un groupe militaro-industriel, puisque là on est pile dedans, ça vous a interpellé, pour employer un mot faible. Oui, mais ce n'est pas dans les statuts de l'association Anticorps d'aller regarder ce genre de choses. Nous, on est concentré sur un travail qui est déjà très prenant, qui est de suivre des dossiers qui sont en lien avec la corruption et les manquements à l'éthique dans la sphère publique et politique. Voilà. Et je vais rajouter juste un petit élément. On aime bien, plutôt que de soupçonner tel ou tel journaliste, en revanche, on préfère récompenser ceux qui font vraiment un taf d'investigation de grande qualité sur les sujets de corruption. Et donc, chaque année, on organise, c'était le week-end dernier d'ailleurs, une remise de prix éthique et de casseroles. C'était le vendredi, ouais. C'était vendredi dernier, exactement. Vous m'aviez invité, malheureusement, moi, le vendredi, je suis ici. Ah ouais. Peut-être qu'un jour, on arrivera à fusionner. Les vidéos seront bientôt en ligne sur le site Anticorps. Et de fait, durant cette soirée, chaque année, sont récompensés des journalistes qui ont fait un boulot qui, de notre point de vue en tout cas, sert l'éthique, ou alors a démantelé ou a permis de décrypter tel ou tel phénomène de corruption. Et cette année, je pense notamment à une journaliste des Jours qui a énormément travaillé sur l'influence des lobbies dans le secteur pharmaceutique. L'année dernière, on a eu Camille Polony qui était police-justice des Jours, mais qui la change de rédaction. On a eu Martine Orange aussi. Chez Mediapart, on a eu Laurent Mauduit chez Mediapart aussi, on a eu Fabrice Arfi il y a quelques années chez Mediapart aussi. Voilà, donc on n'a pas de liens amicaux, mais en revanche, si on peut valoriser le travail qui est fourni par des journalistes d'investigation dans les domaines de lutte contre la corruption, ou en tout cas d'identification de phénomènes de corruption en France, eh ben, on le fait avec grand plaisir. Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'on va parler des affaires, j'espère, avec Élodie et Arnaud. Je vais juste lancer Arnaud sur une interrogation que j'ai. Est-ce que nous sommes dirigés aujourd'hui par des gens qui sont globalement, j'allais dire corrompus, le mot est fort, mais qui ne sont pas dans le respect de l'éthique? C'est ma question globale. Est-ce que toi, tu as une question spécifique, Arnaud, à poser par rapport à ça, le fonctionnement de l'Élysée, par exemple, ou je ne sais pas? Avant de parler des affaires en tant que telles, parler de Ségolène Royal, parler de l'affaire Ferrand, l'affaire... il y en a beaucoup. Avant de parler de tout ça, moi, ce qui m'intéresse sur Anticorps, c'est l'idéologie qui est véhiculée. Je pose juste la question. Pourquoi ? Parce que c'est drôle, quand vous intervenez, vous parlez d'assaut, c'est-à-dire Le Figaro, la droite. Vous avez fait une soirée sur les journaux, enfin sur le journalisme, etc. Oh, c'est Guillaume Meurice. Tiens, c'est France Inter, c'est la gauche. Il y a quelque chose qui est intéressant en fait sur votre association, c'est est-ce que Anticorps est une officine de gauche ? Ça, c'est la première question en fait derrière, et il y a beaucoup de journalistes en fait qui vous posent la question. Oh là là, le marronnier. Bon, écoutez, merci de nous poser la question. En fait, on est une association qui est transpartisane. C'est-à-dire ? Transpartisane, c'est-à-dire que nous ne prenons pas parti, ni nous défendons, ni n'attaquons en particulier un parti ou un autre. Nous sommes une association de citoyens. Et de droite et de gauche, comme Macron, quoi, finalement. Oui, enfin... Elle a répondu oui. Non, mais on a des dossiers, nous avons des dossiers en cours qui touchent aussi bien
du personnel politique de droite, de gauche, du centre. Enfin, malheureusement, la corruption est la chose la plus partagée. Dès qu'il y a du pouvoir et de l'argent, il y a une tentation de la corruption. Donc, on a du boulot vraiment dans tous les sens. Ouais, si je peux rajouter, ouais. On pourrait lister toutes les affaires dans lesquelles on est impliqué. On remarquera qu'il y a effectivement du Front National, il y a effectivement les Républicains, mais on trouve aussi pas mal de partis socialistes, on trouve du PCF, on trouve de la France Insoumise. Par exemple, j'ai vu. Exactement, ouais, Guérini, je le rappelle, il est mis en examen pour, je crois, 3 ou 4 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs. Vous prenez en fait les personnes à gauche qui sont bien salées. Quoi. Non, mais alors, il y a quelque chose. Ouais, je vais rajouter juste un point. Ils prennent les personnes salées d'où qu'elles soient. Ouais, d'accord. Il y a à peu près 3-4 mois de cela, le Monde Diplo, qui ne sont pas les plus réactionnaires dans la presse écrite aujourd'hui, faisait tout un dossier sur la lutte contre la corruption à l'échelle planétaire, pas juste en France. Et alors, c'était assez intéressant de voir. Donc, il parlait de ce qui se passait au Brésil, il parlait de ce qui se passait en Inde, dans plein de pays. Et ce que je retenais des articles, je crois que c'était un petit peu le sens de ce qu'écrivaient les journalistes, c'était que de leur point de vue, la lutte contre la corruption était une valeur quasiment de droite et une valeur qui était véhiculée par des grandes organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, qui promeuvent la bonne gouvernance, le fait que les États doivent être extrêmement rigoureux sur leurs dépenses, etc. Donc souvent, effectivement, on nous fait cette remarque qu'on ressemblerait à une forme d'officine de gauche. Pour autant, on constate aussi que parfois, il est mis en avant que la lutte contre la corruption serait une valeur de droite. Donc, on est assez nombreux à s'interroger. Très clairement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que on essaie de ne pas, on ne va pas sur le terrain partisan et on attaque quiconque de quelque parti que ce soit, si dès lors il y a des problèmes de corruption active, passive, trafic d'influence, etc., etc., etc. Alors, je vous rappelle qu'on est sur irm.radio, que vous êtes dans On nous cache tout, avec aujourd'hui 2 invités de l'association Anticorps. On va décrypter la corruption dans le monde politique. Si vous voulez intervenir, envoyez-nous un texto au 07 71 59 62 68, je répète, 07 71 59 62 68, par texto uniquement, et on pourra relayer vos questions si vous en avez. Arnaud. Oui, pour continuer justement sur cette officine, je voudrais juste parler de quelque chose, c'est que vous avez refusé, je crois, les personnes du Rassemblement National, c'est ça? C'est-à-dire que j'ai vu ça quelque part. C'est-à-dire que vous acceptez en fait les personnes, d'origine, le PS ou que ce soit UMP ou En Marche, mais par contre les personnes qui veulent vous rejoindre et qui viennent du Rassemblement National ne viendront pas chez vous. Ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. Moi, je n'ai pas cette information documentée. Ouais, moi non plus. Voilà. Vous savez pas? Ouais. Et puis, on connaît du monde dans l'assaut qui sont pas du tout sur des lignes de gauche, qui sont à droite, voire droite qui penche beaucoup. Et ce qu'il faut dire, c'est que, parce que là, on est dans le négatif. À l'origine, l'association, elle a été créée en 2002 dans le but de rétablir un lien de confiance entre les électeurs et les élus. Donc évidemment, ça passe par la lutte contre la corruption. Mais c'est aussi de rappeler le travail formidable que font beaucoup d'élus, parce qu'il faut savoir, on parle beaucoup de corruption dans le milieu politique, mais en fait, il y a un indicateur qui a été publié, alors je n'ai pas retrouvé la référence, mais on pourra vous la donner s'il y a des auditeurs qui la demandent. Mais ça touche, de mémoire, c'était 1,9% du personnel politique qui est effectivement poursuivi. Donc en fait, c'est très peu. Après, effectivement, il y a un effet grossissant parce qu'il y a aussi de très très grosses affaires qui durent très longtemps. Mais sur les 500 000 personnes élues en France, ça touche finalement assez peu de monde. C'est trop, mais il faut quand même rétablir il faut avoir confiance aussi en nos élus. Il ne faut pas avoir un discours qui est... que je qualifierais un peu de poujadisme, mais qui est c'est horrible, ils sont tous pourris. On est contre ce discours-là du tous pourris, c'est vraiment pas l'objectif Anticorps, et c'est pour ça que notamment dans le cadre des prix annuels d'éthique, on récompense des élus, et notamment cette année un député LR qui a été récompensé pour son travail vraiment remarquable en termes de lutte contre la corruption. Je peux ajouter un petit élément. Alors en 2017, il y a une étude qui a été faite à l'échelle européenne sur la perception de la corruption dans les 28 États de l'Union européenne. Ce qui était assez frappant dans les résultats, c'est que apparaissait qu'en France, 85%
des personnes sondées disaient que le personnel politique était corrompu. Finalement, on est d'ailleurs dans une fourchette qui est assez proche dans les autres États européens. Mais 85% des gens sont convaincus que leurs élus sont pourris ou sont corrompus. À mettre en perspective avec un autre chiffre qui est celui du nombre de condamnations qu'il y a par an d'élus pour des atteintes à la probité. Entre 250 et 300 par an, et ça c'est assez stable depuis 4-5 ans. Donc on a d'un côté 85% de nos compatriotes qui considèrent que les élus sont pourris, ou en tout cas une partie des élus sont pourris, et finalement que 300 condamnations. Ça veut dire qu'il y a une distorsion entre la perception qu'on peut avoir du phénomène de corruption en France et sa réalité. Et donc c'est vraiment... Il y a combien d'élus en tout? 500 000. 500 000. 500 000. Donc À c'est vrai peu près, qu'en hein, termes de parce que, pourcentage, c'est vraiment Parce qu'on très, pense, très... quand on pense aux élus, on pense évidemment aux députés, sénateurs, enfin vraiment les élus de premier rang, et puis tout ce qui est les élus de collectivités territoriales. Mais après, vous avez des élus aussi dans les CIVOM, enfin dans énormément de... CIVOM, c'est syndicat à vocation multiple. Oui, voilà, au quotidien, sur ce sont les communautés de communes. le territoire, vous avez beaucoup d'élus qui ont des petits, des grands rôles. Enfin, on a un réseau qui est très dense d'élus en France. Donc il y a une distorsion de la perception de la corruption, mais il y a aussi probablement sur les 200 ou 300 condamnations un certain nombre d'élus qui passent entre les mailles du filet, hein, évidemment. Élodie voulait poser une question. Oui, et justement par rapport au rapport des citoyens par rapport à la corruption, j'avais une question sur la perception dans les autres pays de l'Union européenne. Est-ce que cette distorsion qui existe en France existe également dans les autres pays, ou est-ce qu'elle est moins flagrante ? Alors, je suis en train de regarder parce que j'y mets quand même mes notes, hein, parce qu'on ne sait pas tout par cœur, forcément. Ça va pas du tout, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas des pros, allez. C'est pas- On est des bénévoles. Hein. On est des bénévoles. Et c'est vendredi soir, il est 22h30. J'avais les chiffres. Et faut si que vous je voulez voir leur retrouve, mais visage, on est sur Twitch. Twitch, IRM Radio. Allez-y. Pendant qu'elle cherche, non mais je meuble pendant que vous cherchez vos informations. Alors, il y avait une échelle parce que c'est Transparency International qui a fait ce classement de perception de la corruption. J'ai les chiffres de 2017. Alors, ça va donc c'est de 0 à 100. La France se classe 23e sur 180 pays. Bon, c'est pas top. Enfin, c'est pas la catastrophe. Au même niveau que l'Uruguay en 2017. Uruguay et la Barbade, d'où vient Barbades. Rihanna. Et on est le 12e pays parmi l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, dans des pays... Alors, évidemment, on a toujours le modèle de la Scandinavie où ils ont confiance en leur personnel politique, il y a beaucoup moins de corruption. Après, la France a souvent tendance, les citoyens ont souvent tendance à se flageller en disant que c'est horrible, que tout va mal. Bon, non, ça va pas bien, il faut quand même le dire. Mais on travaille à ce que ça aille mieux. Nous, ce qui nous désole un peu, c'est les ressorts citoyens ensuite qui font que quand vous avez notamment en collectivité locale des maires, on a une affaire quand même très récente qui vient d'être jugée, où des maires sont clairement corrompus, ont détourné de l'argent, ont détourné le fisc, ont des systèmes très compliqués de Vous parlez de d'enrichissement Balkany, c'est ça? personnel. Oui. Et ils Bien sont vu, Richard. condamnés. Il faut dire Ils sont les noms, hein. réélus. Ici, on Alors peut là, dire les noms, hein. c'est ça qui est désespérant, c'est que les gens disent oui, c'est horrible la corruption, ils répondent au sondage et on est à 85%, et après en même temps, on leur donne le choix électoral et ils réélisent parce que c'est terrible, mais il y a quand même une culture du clientélisme en France qui fait que la corruption, on la dénonce et en même temps, au quotidien, Bon. on s'en accommode très bien. On croque un peu, quoi, c'est ça? Voilà. Ouais, Oui. et pour répondre à la question d'Élodie, il y a quand même des pays dans l'Union européenne. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en Roumanie ces dernières années. La Roumanie, ils sont moins bien classés que nous dans cet index de perception de la corruption, beaucoup moins bien classés que nous. Mais en revanche, ils sont capables de mettre 500 000 personnes dans les rues de Bucarest en plein hiver par moins 15 degrés pour dénoncer la corruption. En France, ça, malheureusement, le citoyen français, on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore à ce niveau-là. Bon. Et il y a aussi dans pas mal de pays des gros scandales qui ont émergé. On pourra y revenir si vous voulez. On a des justices qui sont parfois un petit peu plus fermes à l'encontre du personnel politique convaincu de corruption que la justice française. Bon, on a été corporate là pendant une bonne demi-heure presque, et maintenant on va parler des affaires. Hein, deux petites ça questions, m'intéresse, hein. deux petites questions Voilà, avant. quand même, parce qu'on que veut j'avais- savoir où on en est C'est chez un feu nourri, là. j'ai C'est- trouvé- Ségolène Royal. Ouais. On veut savoir où ça en est. On veut savoir où ça en est. L'Élysée. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Ça, c'est juste après. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour le fameux Front National. J'ai retrouvé mes notes. Anticor est un sous-marin à peine immergé de la gauche socialiste et Oh là là, communiste. c'est quoi cette Ça, source? c'est quoi la Wikipédia. source? Wikipédia tout en Oh bas. non. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. On l'a dit après. C'est pas Non, grave. mais c'est une Refusant- source médiatique dans Wikipédia. Refusant par exemple l'adhésion à l'association et la signature de sa charte au candidat du Front National. Voilà. On n'a Donc, plus de c'est dire- charte.
On a D'accord. rien Ah, de bah problème. donc, ça n'a pas été enlevé dessus. Non. Et c'était juste pour parler de cette association, de la vôtre, parce qu'on est dans le monde des magistrats, on est dans le monde des notables. Euh, dans ma vie, enfin en tout cas d'où je viens, le monde des notables, ça, il y a une référence en fait pour moi, c'est la franc-maçon, la franc-maçonnerie. Est-ce que vous avez un rapport avec ça et est-ce que vous en parlez une fois de temps en temps? C'est-à-dire que vous parlez des affaires politiques, et justice, souvent c'est lié. Comment vous faites quand les personnes sont du même obédience, on appelle ça? Comment on fait pour comment dire, traiter le dossier jusqu'au bout? Vous voyez? Et est-ce que l'influence de la franc-maçonnerie est importante ou pas? Bon alors, sur l'influence de la franc-maçonnerie, sincèrement, je ne m'avancerai pas parce que je crois que j'ai jamais rencontré un franc-maçon. En tout cas, Ah bah ils vont pas vous le dire C'est normalement. pas du Ouais, ils vont ressort pas le dire. de l'association de regarder Ouais. ce genre de En choses. revanche, ce qu'on peut dire quand même, c'est que... alors, Je me Anticorps, permets juste Ouais, de ne pas vas-y, regarder. C'est-à-dire que quand vous regardez le fondateur Eric Alphen, quand on regarde les dossiers, par exemple sur le HLM de Paris à l'époque, quand on regarde les acteurs, beaucoup de personnes font partie d'une loge. Ça, c'est marqué, vous pouvez regarder, etc. C'est pour ça que je pose la question de l'influence en fait de la franc-maçonnerie là-dessus. Je peux juste donner un petit exemple. Alors, Anticorps n'était pas impliqué dans cette affaire-là, mais il y a quelques années de ça, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, Mediapart a sorti une affaire qui concerne Alain Bauer. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, Il était à la tête, alors moi j'y connais rien, mais je crois que c'était la Grande Criminologue, Loge, criminologue, Et, pote de Manuel Spécialiste de la Valls. sécurité, etc. Voilà, spécialiste de tout d'ailleurs, je grand crois. maître, Euh, grand maître. Pote de Manuel Valls, Spécialiste pote de la Sté- spécialité. Ouais, c'est ça. Il était, je crois qu'il est actionnaire principal des livres de restaurant La Gotemilo, c'est ça, je crois. Goemio. Ouais, Goemio, pardon. Ouais. Et donc, a priori, la Caisse des dépôts et consignations, qui donc est une structure publique, financement public, d'après Mediapart, avait acheté pour à peu près 300 000 euros de Goemio. Alors, ce monsieur Alain Bauer, qui a priori est franc-maçon et pas vérifié personnellement, mais il était à la tête de la Grande Loge, c'est ça? Il était grand Ouais. maître du Grand Grand Orient. maître, Oui, ouais, carrément. Rien de secret. Donc lui, il a l'air d'avoir des amitiés parce que ces 300 000 euros de bouquins, ils ont fini dans la cave de la Caisse des dépôts et consignations. Alors donc nous, on s'est pas impliqué dans cette histoire parce qu'on n'a pas assez d'éléments, mais malgré tout, on a envie de savoir quoi. On a envie de savoir pourquoi on lui a acheté pour 300 000 euros de bouquins à ce monsieur qui est également grand maître. Voilà, donc il n'y a pas de complaisance ou de Il n'y a lien. ni complaisance ni théorie du complot. La franc-maçonnerie n'est pas interdite en France. Ça fait partie de la vie historique européenne. Que les gens soient francs-maçons ou pas, ce n'est pas le sujet pour Anticorps. Anticorps va qualifier des faits en fonction du droit. Après, si la personne impliquée est franc-maçonne, je vois pas, ça peut ne pas concerner le juge. Ça peut par contre concerner le juge si effectivement il y a eu trafic d'influence parce que du fait d'être dans une loge, elle a du coup rencontré un ministre qui lui a permis de... Ça peut faire partie du contexte pour analyser une situation. Mais, Ouais, mais ça peut être aussi Anticorps- le club de golf. Mais oui, c'est le club de golf. Enfin, c'est tous les systèmes de toute façon qui font qu'on a une clientèle et qu'on a un groupe autour de Bien soi sûr. d'influence. Donc, tout ça pour dire que c'est voilà, ni pour ni contre. C'est pas un sujet. C'était juste une- Ouais, j'ai non, bien mais compris, j'ai bien de compris. toute façon, on accepte toutes les questions, il n'y a aucun souci Ouais. là-dessus. Alors, juste une petite info en exclu. Alors, je fais un tout petit peu de pub. Sachez qu'on fait des balades sur les traces de la corruption dans Paris. Donc, on a démarré ça l'année dernière. On passe une après-midi sympa en passant par différents lieux emblématiques de l'histoire de la corruption en France. Et on est en train de travailler au deuxième itinéraire. Et donc, Arnaud, en réponse à ta question, là, on est juste en train de bosser sur l'itinéraire, mais on a l'intention de s'arrêter devant le musée de la franc-maçonnerie et justement de creuser cette question de la corruption dans la franc-maçonnerie pour donner un petit peu plus je pense que là, d'informations. ça peut être Donc, intéressant, mais ça fera partie souvent- du deuxième itinéraire. C'est-à-dire que le trafic d'influence est quand même au cœur de l'idée maçonnique en termes d'intrusion dans la vie publique ou dans la vie économique. Bah, de tout Non club. pas en termes de réflexion philosophique. De tout Ouais. club, parce que c'est pareil pour le XXe siècle, c'est pareil pour, Pour les instituts, Lions les Club, think tanks. Les Lions Club, les think tanks, De nombreux think tanks, les c'est- Rotary et autres, bien sûr. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, on passe aux affaires. Voilà, on va parler aux affaires. Ouais, parce je suis un qu'il y a- peu gourmand. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors je vais essayer de résumer. Enfin, à la limite, je vais laisser des mots et puis vous allez me dire en fait à quoi elles correspondent. Où ça en surtout, voilà, et où on en est. On va commencer par l'affaire Fillon parce qu'on vous a connu, à mon avis, là-dessus par
Penelope Gate, c'est ça, me semble-t-il. Mais en deux mots, hein, pas besoin non plus de résumer l'affaire. En deux mots, qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'est une question de... Détournement de fonds publics, ça Voilà, s'appelle. il y a Ouais. des Emploi tournements. fictif, ça s'appelle également. Donc, Voilà. en gros, pour résumer, Pénélope Fillon était attachée parlementaire de François Fillon et de son suppléant lorsqu'il était à Matignon. A priori, on le verra pendant le procès qui aura lieu dans les prochaines semaines. Tout ça est au conditionnel puisque Ouais. C'est en cours. On fait C'est en gaffe cours. au risque de diffamation, hein. On fait vraiment gaffe. D'après ce qu'on entend dans les médias, c'est qu'il y a à peu près aucune trace d'une activité professionnelle liée ou quasiment aucune trace d'une activité professionnelle justifiant des rémunérations de collaboratrices parlementaires. C'est un aspect de l'affaire François Fillon. Il y en a bien d'autres. Il y en a donc une deuxième, donc Marc Ladrette de la Charrère. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Voilà, il est assez Patron de influent. presse. Ouais, également patron de presse, acteur culturel, enfin propriétaire, il est milliardaire, etc. Et lui, pour le coup, on peut même arrêter le conditionnel parce qu'il a déjà été condamné. Il a embauché Pénélope Fillon au sein de la Revue des Deux Mondes, une revue littéraire à ma connaissance. Elle a touché plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois que ça excède d'ailleurs les 100 000 euros pour la rédaction de 2 notes littéraires en 2-3 ans. Donc c'est une rémunération particulièrement gracieuse auquel beaucoup d'entre nous aspireraient bien volontiers. Donc lui, il a fait le choix, il a reconnu qu'il y avait une forme d'emploi fictif et donc il a fait le choix de ce qu'on appelle la reconnaissance, donc la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. C'est un procès un peu plus discret et donc il a été condamné à une lourde amende et à une peine de prison avec sursis. Ouais, c'est le fameux plaidé coupable. C'est un peu Ouais, c'est ça. à l'américaine. Ouais, Ouais, c'est ça. américaine, ouais. Ça permet d'avoir un procès plus discret, il y a moins de médias, etc. Ça permet de garder quand même une image pas trop dégradée. Ok, rapprochons-nous de l'actualité. Attends, il y a un dernier truc, Ah Richard, sur François Fillon, pardon, excuse-moi, qui, lui, pour le coup, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Mais François Fillon, il a créé une société de conseil qui s'appelait 2F Conseil à la veille de son élection en tant que parlementaire en 2012, parce que la règle à l'époque, c'était si tu es député, tu n'as pas le droit de créer une boîte de conseil, en revanche, tu as le droit de la garder si elle a été créée avant. Donc il l'a créée juste quelques heures avant de devenir député, et puis finalement Premier ministre. Cette entreprise, elle a généré pas mal de revenus. Malheureusement, les enquêteurs, ils n'ont pas réussi à savoir d'où venait l'argent et ils étaient face à un dilemme en fait, les enquêteurs. Soit on s'arrête à la partie emploi fictif de Pénélope plus la Revue du Monde, etc. Soit on continue l'instruction au risque finalement de perdre énormément d'énergie, énormément de temps et de ne pas faire aboutir l'affaire. Et donc ils ont, face à ce dilemme, décidé de renoncer aux investigations sur 2F Conseil. Et à titre personnel, voilà, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu savoir qui étaient ses clients. Sachant que juste un aparté, mais vous dire que en général dans les questions de corruption comme ça, on a assez régulièrement une agence de communication qui est pas loin. C'est-à-dire que c'est quand même le grand classique chez les politiques d'avoir une agence de communication adossée. Ça permet de servir un peu de banque, De facturer, quoi. de facturer, de surfacturer, de faire des tours de passe-passe. Donc Big Malion, hein, on a vu l'affaire Big Malion. Avec notamment Sarkozy, bon, voilà. Elles sont jamais très loin, les agences de communication qui ont été créées ou tenues, enfin avec des proches des hommes politiques. Il y aura un Enfin, procès politique. Big Malion en 2020 aussi, c'est pour bientôt également. Juste peut-être un tout petit mot sur Anticor, un truc qu'on n'a quand même pas dit et qui me semble extrêmement important, c'est que souvent on nous accuse d'être un procureur bis. Non. Si la justice fait bien son boulot, nous, on n'y va pas. C'est uniquement s'il y a un problème parce qu'un procureur a enterré, nous semble avoir enterré une affaire, c'était le cas pour Richard Ferrand. Et ben là, nous, effectivement, on se constitue partie civile et donc il y a automatiquement la nomination d'un juge d'instruction qui est un juge indépendant, celui-là, et donc il va pouvoir mener des investigations plus poussées. Mais on n'est pas un procureur bis. Si la justice fait son taf, nous, on bouge pas. Sachant qu'en moyenne, une affaire de corruption met 5 ans à être jugée. Anticor notamment est en train de suivre des dossiers qui remontent certains à 2006, 2007. Ils sont toujours pas jugés. Hein. Oui, mais enfin, on voit jamais, on voit jamais quasiment de col blanc condamné en prison. C'est tellement rare. On a, le dernier, là, Balkany, oui, mais sinon les cols blancs restent, en général, sont tranquilles. Ils sont condamnés, mais ils sont tranquilles. Oui, est-ce que j'ai cette impression-là ou pas? Non, mais il y a le système aussi de l'aménagement de peine qui fait que... C'est-à-dire qu'ils connaissent la règle et donc du coup... Non, c'est plus compliqué que ça, parce que ce sont souvent des affaires très complexes, d'où d'ailleurs le temps d'instruction, parce que vous avez des ramifications, et on a par ailleurs un énorme millefeuille à la fois législatif en France, et aussi
pas forcément super efficaces. Ça, c'est un plaidoyer aussi que mène Anticorps et l'association à laquelle je appartiens aussi, qui s'appelle Crimalt, qui est l'alternative au crime, où on essaie de prendre exemple sur certains pays européens, dont l'Italie, qui est très avancée sur notamment la législation contre les crimes organisés, parce que c'est une législation anti-mafia, qui pourrait nous donner des exemples. Et en ce moment, justement, on est en train de voir arriver enfin le vote d'une loi qui permettra à terme de récupérer des biens confisqués, des biens mal acquis confisqués à des corrompus ou des grands criminels, et que ces biens, au lieu d'être revendus, comme c'est le cas actuellement en France, aux enchères, donc en fait souvent ils retournent dans l'économie parallèle ou illégale, là d'être mis à disposition d'associations ou de citoyens pour un usage social des biens confisqués. Voilà. Ça devrait être voté là en 2020. En gros, l'idée, c'est de taper au portefeuille un petit peu et puis de faire de cette saisie quelque chose qui est utile à la société. Alors, pour rebondir à ce que tu disais, Arnaud, moi, je pense que c'est un peu... il y a des éléments qui sont fondés dans ce que tu dis. Par exemple, on verra jamais un col blanc en comparution immédiate. Ça, oui, ça, c'est une réalité. Donc oui, face à la justice, on n'est pas tous aussi armés, et ceux qui sont puissants, ceux qui sont fortunés, évidemment se défendent beaucoup mieux. C'est pour ça que je dis, mais est-ce que vous allez aider la population pour dire, oui, les cols blancs, c'est bon, on va vraiment enfin s'en occuper? Vraiment, c'est dans ce sens-là. C'est pas le propos d'Anticorps. La population vraiment attend que ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui attendent véritablement des. Je ne crois pas que les investigations se fassent par catégorie de population. Non. On travaille sur les actions. Voilà. Nous, on ne remplace pas ni la police ni le juge. Nous, on alerte sur des choses, on apporte des éléments, et ensuite, c'est évidemment au service d'enquête et ensuite judiciaire de faire le travail. C'est pas notre boulot. Et nous, on ne travaille pas en catégorisation, en disant les méchants, les gentils, les riches, les pauvres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On le voit bien notamment quand il y a des lanceurs d'alerte, comment ça se passe pour eux. Effectivement, par contre, l'argent est le nerf de la guerre dans les procès. Parce que vous avez des systèmes dilatoires, des systèmes de renvoi. C'est épuisant, ça dure des années. Donc si vous n'avez pas l'argent pour payer l'avocat, effectivement, c'est très compliqué. Et il y a des citoyens qui parfois sont élus, qui parfois sont membres d'Anticorps, qui parfois sont les deux, qui s'attaquent à des responsables politiques parce qu'il y a de très forts soupçons autour de certaines pratiques et qui, en représailles, font l'objet de véritables procédures bâillons. C'est-à-dire, on se fait attaquer en diffamation, on nous demande des dommages et intérêts, etc. Et ça affaiblit. Et si on n'a pas les reins solides, parce que justement, de quoi payer des avocats, l'énergie, même le mental, c'est dur quand on est traduit constamment. Et c'est le cas d'un des membres d'Anticorps qui est élu à Puteaux, et qui est souvent qui a signalé un certain nombre de pratiques de la maire de Puteaux, Madame Secaldi, Joël Secaldi. Lui, il a déjà 15 procédures contre lui. Et ce qui est extrêmement injuste quand on s'attaque à un élu, c'est qu'il arrive que l'élu, pour se défendre, fasse appel au budget de la mairie. Les frais d'avocat, ils sont payés par le contribuable en plus. Et ça c'est assez cynique. Et là aussi, je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond à mener pour faire changer la loi sur ce genre de pratiques de procédures bâillons qui sont financées par le contribuable. Au Québec, par exemple, le dispositif existe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un frein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'il y a trop de demandes, que ce soit des demandes dilatoires, que ce soit des demandes d'usure, on dit stop. Et il y a alors je n'ai pas la terminologie de la loi exacte en tête, mais en tout cas au Québec ça existe, pas en France. 3 minutes maximum. C'est juste pour résumer en fait toutes les affaires en deux phrases. J'ai vu, parce que vous vous occupez aussi des femmes politiques, j'ai Sylvie Goulard par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Vas-y Alex. Bon, en deux lignes. En deux lignes, Sylvie Goulard, en gros, elle était de mémoire députée européenne, et en même temps, en plus de sa rémunération de députée européenne, donc on vote quand même des réglementations qui ont un impact sur le quotidien, elle touchait 10 000 euros mensuellement d'un institut, un espèce de think tank d'un Français qui vit aux États-Unis très proche de Macron, qui s'appelle l'Institut Berggruen, c'est ça, je crois, Carole, qui est très 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 influent. C'est une émission très intéressante de Secret d'Info qui est passée sur ce sujet-là samedi dernier, que j'ai réécouté cet après-midi d'ailleurs. Oui, c'est un milliardaire et
dont l'objectif est de faire du lobbying au niveau des États. Un vautour, j'ai entendu, oui. Oui, alors après, voilà, fameux moi, vautour. j'essaie de rester... Le financier vautour. de parler ça de façon la plus objective et avec beaucoup de recul. Donc il fait évidemment du conseil pour mettre en place, alors c'est comme les Alain Minc, c'est tout ce genre de personnes. Il a l'oreille du président Macron, ils se sont connus quand Macron était à la Banque Rothschild parce qu'ils étaient amenés à être dans des conseils d'administration ensemble, ils avaient les mêmes clients et les mêmes réseaux. Et donc effectivement, Sylvie Goulard a été rémunérée par cet institut qui se présente un peu comme un cercle de réflexion des grands de la planète. Mais effectivement, il y a de fortes présomptions de lobbying caché. Mais c'est pas pour ça qu'elle est tombée. Hein. Ça, c'est vraiment sur le plan politique. Il n'y a pas de poursuite parce que, et on le déplore chez Anticor, ce genre de pratiques sont légales. Oui, de toucher 10 000 euros de plus que son salaire. Sur un plan éthique, c'est plus que limite. Mais, voilà. Elle est tombée dans l'histoire des assistants parlementaires du MoDem, qui étaient embauchés pour assister les députés européens du MoDem et en fait qui travaillaient pour le parti. Voilà, ça c'est un truc qui concerne plein de partis politiques, le Rassemblement national, la France insoumise. Il y a des trucs aussi autour de l'embauche des assistants parlementaires. Mais voilà, Sylvie Goulard, elle est tombée pour un truc qui, du point de vue qualification juridique, tient la route, mais qui n'est peut-être pas le plus grave. J'ai Alexandre Benalla, j'ai une dénonciation calomnieuse vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est en cours, hein? C'est en cours, cette histoire. Je parle pas des affaires en cours. Enfin, on peut résumer déjà parce que il y a une calomnie. C'est-à-dire que d'habitude c'est vous en général qui venez vers les politiques pour les alpaguer, etc. Là, on a l'inverse. C'est surtout ça en fait. C'est ça qui peut intéresser. C'est des mesures clairement, des mesures pour à la fois faire du buzz et en même temps enquiquiner la bonne marche de l'enquête et de la procédure. Donc l'affaire Benalla, en fait, vous tirez, il y a des fils qui arrivent dans tous les sens, c'est un tricot, c'est du jersey à 25 rangs. Mais est-ce que notre président n'est pas derrière plein de ces choses-là? Est-ce que ça tout d'un coup, il n'y a pas une évidence qui ressort et vous n'allez pas vous mobiliser en disant, attendez, à la tête de tout ça, il y a quand même un mec qui tire les ficelles, non? Alors je peux dire un mot sur le président de la République. Oui. Nous, il a fait passer comme première loi, la fameuse loi de rétablissement de la confiance dans la vie politique. Je crois que c'était ça le terme. Bon, il y a quand même une bonne partie d'enfumage. Il y a quelques progrès, mais il y a une bonne partie d'enfumage. Et je prends un exemple très concret pour pas juste rester sur des trucs trop approximatifs. Il avait annoncé que pour pouvoir se présenter à une élection, il faudrait et notamment à l'élection présidentielle, il faudrait que le casier judiciaire B2 soit vierge de toute infraction à la probité. Bah, ça, c'est pas dans la loi. C'est jamais passé. Après, sur Emmanuel Macron, je rajouterais autre chose. En fait, on a le sentiment, je prends quand même quelques précautions, que depuis 2017, il y a une forme d'encouragement à mélanger intérêt public et intérêt privé. Mode de management de l'État qui consiste à encourager les départs dans les grosses boîtes, puis les retours, ce qu'on appelle le pantouflage et le rétro-pantouflage. Ouais, voilà, donc effectivement que ça pose des problèmes d'éthique et on a quand même quelques exemples. Alors Anticor remettait aussi des pantoufles chaque année lors de la soirée des prix éthiques. Fleur Pèlerin, j'ai vu. Exactement, ouais, exactement, qui avait fondé un fonds d'investissement. Les licornes qui soulèvent les business angels, mais de très 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 gros niveau. Mais je posais une question parce que vous parlez de Benalla, c'est moi qui en ai parlé, mais parce que je voulais penser à quelque chose. Est-ce que les personnes d'Anticor, est-ce qu'il y aurait des personnes en fait en corruption? J'ai quelque chose sur Eric Alt. C'est ça? On va faire un petit point, non mais c'est très bien que tu poses cette question. Il faut bien en parler parce que j'ai vu que... Tu as bien raison. J'ai vu qu'il y a un problème de... Je sais pas si c'est de la corruption, je sais pas quel était le projet, mais en tout cas, il y a quelque chose en fait derrière. Il y a une enquête administrative. À la justice. Voilà. Tu veux en parler ou tu veux que j'en dise un mot, Carole? Ouais. Tu complètes, hein, parce que c'est une histoire un peu compliquée. Alors, Eric Alt. L'exemple type quand même des mesures dilatoires. Il est vice-président, c'est ça? Il est vice-président, voilà. Il est vice-président. Pour embrouiller une situation qui est déjà très compliquée. Donc, il est magistrat. En langage commun, on vous cherche des poux dans la tête pour vous empêcher d'agir. Mais oui, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est le système du contre-feu. Système du contre-feu, c'est-à-dire qu'on met en avant une information qui n'est pas forcément bien juste. Comme la presse, les médias s'ouvrent très vite, on retient le doigt et puis calomnier. Voilà, donc Eric Alt, donc il fait l'objet d'une enquête administrative qui a demandé la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
nous, on pense que c'est pas forcément que la ministre de la Justice qui a demandé cette enquête, que c'est peut-être même à rechercher un peu plus haut, mais on n'a rien pour l'étayer. Un peu plus haut, c'est pas grand monde. Hein. Ouais, il y en a pas Ouais, beaucoup au-dessus. Hein. d'accord, Tu on penses est- à qui, Richard? Ah, ouais, je pense au président. C'est hein. toi qui le dis, hein. Moi j'ai rien dit. Hein. Moi j'ai rien dit. Hein. Ouais. Ouais. Non, alors Eric Altango, il est magistrat, vice-président du tribunal de grande instance à Paris. L'affaire Ferrand, le dépôt de la plainte a été... Donc Richard Ferrand, pour Ouais. donner le Vas-y, contexte, qui est ouais, Richard t'as Ferrand, raison. c'est actuellement le président de l'Assemblée nationale. Le numéro 4 de l'État, si on peut résumer ça ainsi, président de l'Assemblée. Donc il y a une plainte qui est déposée par Anticor sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Peut-être que Arnaud avait l'intention d'ailleurs d'en parler forcément. dans la foulée. C'est Eric Alt qui a déposé cette plainte. Eric Alt, il est vice-président du TGI de Paris, mais du tribunal de grande instance, mais il s'occupe d'affaires prud'homales. Rien à voir avec Le ce type. droit social, c'est-à-dire quand Oui, les gens oui. sont licenciés. Oui. Voilà. Très bien. Et donc la justice reproche Comme cette... Carlos Ghosn qui attaque au prud'homme Renault pour sa retraite. Voilà. Ouais. Ça, c'est du domaine de... Voilà, ouais, ce genre de procédure. Ouais. Il y a des en Non, mais plus à faut, plaindre. faut quand même défendre les salariés. Non Ouais, c'est un vrai syndicaliste pro, Carlos Ghosn, là, Richard. Voilà, donc ça a gêné, le fait qu'il dépose la plainte. Et il y a une autre histoire qui concerne des propos qu'il a tenus au titre de ses engagements avec Anticor en Corse. Peut-être que tu veux dire ce qui... Non, vas-y. Alors, en Corse, en gros, il a pris la parole publiquement en suggérant, en faisant référence au fait que le procureur en Corse soit pas complètement indépendant de la préfète, alors qu'il y avait des enquêtes sur les services de l'État, donc les services de la préfecture en Corse, sur une fraude massive aux subventions agricoles européennes. Et donc il y a ces deux éléments qui ont bien dérangé le pouvoir, et une enquête a été donc diligentée par l'inspection générale de la justice pour savoir si Eric Alt, en tant que magistrat, n'avait pas dépassé son devoir de réserve. Alors, d'un point de vue strictement juridique, apparemment, il n'y a pas trop de crainte, mais bon, on verra les conclusions ultérieurement, puisqu'il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui protège les magistrats. Ils ont le droit de s'engager au niveau citoyen, ils ont le droit... Enfin, un magistrat, par exemple, il y a un exemple toujours que je prends, et après je te laisse la parole, Carole. Un magistrat qui va décider de prendre position sur la lutte contre les violences conjugales, personne n'y verra de problème, et c'est bien normal. Un magistrat qui prend position sur la lutte contre la corruption, on lui diligente une enquête administrative. Deux poids, deux mesures, il y a un truc qui ne va pas là dans le raisonnement. Normalement, ça devrait être le même raisonnement pour le magistrat qui prend position contre les violences conjugales et le magistrat qui prend position contre la corruption. Voilà, donc du point de vue strictement juridique, normalement, il n'y a rien à craindre. En revanche, on distille l'idée qu'il y a des problèmes chez Anticor et que c'est pas forcément complètement honnête. Et exactement le même schéma s'est passé pour l'affaire Big Malion, où on a utilisé effectivement le vice-président Eric Alt, le vice-président d'Anticor, pour faire délocaliser le jugement en disant oui, mais il est jugé parti parce qu'il est dans la même juridiction. Enfin, sauf qu'on mélange les choux et les carottes, c'est un peu n'importe quoi parce que le système judiciaire et juridique est très compliqué en France. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent même pas faire la différence entre le pénal, le civil, tribunal administratif, tribunal de commerce. Enfin, c'est quand même quelque chose de particulier. On n'a pas forcément cette culture juridique. Et donc, vous balancez ça dans la presse. Et je me dis, ah ben oui, oh là là, il est à Paris. Ah ben non, c'est pas possible. Donc, on va... Et c'était en fait une manière de saper la procédure menée par Anticor contre Big Malion. Voilà. Là, pour le coup, ça a été une manœuvre qui a plutôt bien fonctionné, qui nous a embêtés. Pénalisé. Ouais. Qui nous a pénalisé parce que ça nous a empêché de rester... partie civile dans l'affaire Big Malion, ce qui est bien embêtant. Voilà. Pour Balkany, pas exactement pareil, mais ça rejoint exactement ce que disait Carole, c'est-à-dire qu'on a retiré notre plainte à la veille du démarrage du procès parce qu'on savait que l'avocat de Patrick Balkany, Éric Dupond-Moretti, allait appuyer sur ce point-là. Eric Alt, Anticor, il est également magistrat à Paris, c'est pas possible de juger l'affaire Balkany à Paris parce qu'il y a un conflit d'intérêts, ce qui est complètement faux. Mais du coup, pour éviter que Patrick Balkany voit son procès remis à plus tard, eh ben, on a décidé au dernier moment de retirer notre plainte. Mais vous ne parlez pas de mettre en place justement des armes, des moyens pour lutter contre ces dénonciations calomnieuses ou ce genre de faits qui peuvent vous décrédibiliser face au grand public qui, comme vous le dites, ne comprend pas forcément tous les tenants et aboutissants de la justice. Ah ben là, on communique aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a fait un gros travail de pédagogie, notamment sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi. On a une chaîne YouTube où nous avons des petites vidéos qui expliquent les choses. Ça permet d'avoir une acculturation
comme ça au droit. Donc n'hésitez pas à aller regarder la chaîne Anticorps sur YouTube. On fait des petites vidéos courtes qui sont assez pédagogiques. Et on mène aussi un travail. Alors là, on est en dehors des masses médias. Mais après, vous savez, tout ça, c'est du bruit. Hein. C'est comme sur les réseaux sociaux. Quand vous avez des trolls, faut pas nourrir forcément la bête. Ça n'a aucun intérêt. Et puis, on a d'autres chats à fouetter aussi. On a d'autres actions à mener. Il et vaut ça mieux prend du temps. valoriser vos... Oui, voilà, vaut mieux aller sur ce qui est important. Mais notamment, ce que je voulais dire, c'est en termes de pédagogie, ce qui est intéressant, justement, c'est ce que mène en ce moment Anticorps, et notamment Alexandre, tu es un des acteurs de cette opération. Anticorps s'associe à la réserve citoyenne de l'éducation nationale. On ne va pas expliquer ce que c'est que la réserve citoyenne, parce que sinon, ça va être trop long. Mais en gros, Anticorps envoie des représentants qui sont des individus. Ils n'y vont pas forcément en tant qu'anticorps, mais en tout cas, on leur a préparé un petit kit pédagogique pour aller voir les élèves. Tu veux expliquer, Alexandre ? Ouais, on intervient en fait dans les classes de lycée pour sensibiliser les lycéens aux problématiques de corruption, qui sont pas forcément des choses Enfin, moi, j'ai découvert ce que c'était que la corruption bien plus tardivement que le lycée. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça intéresse beaucoup les lycéens. On a essayé de monter une séquence pédagogique qui parle de cas auxquels le lycéen serait, de près ou de loin, susceptible d'être confronté. En gros, de la corruption dans le sport, c'est un petit peu comme tu disais, hein. Je pense que comme ton émission sur le sport, voilà, ce genre de choses qu'on raconte. On parle de ce maillot, oui. Ouais, donc l'affaire OMVA, ce genre de choses, ce qui se passe parfois dans le sport, dans les fédés. Également sur l'attribution de places en crèche ou l'attribution de HLM, qui est quand même un domaine dans lequel on sait qu'il y a du clientélisme et parfois de la corruption. Et également sur une autre... à chaque fois, ça s'inspire de faits réels. Et, le permis de conduire, ouais, le permis de conduire. En gros, sur le trafic de permis de conduire, il y a une histoire dans les Hauts-de-Seine qui remonte à il y a quelques années où tu achetais directement ton permis de conduire sans avoir à le passer. Donc, il y avait journaliste assez connu a été... un journaliste d'une grande radio du service public qui a acheté son permis. On peut le dire, non? Parce qu'il l'a assumé, hein, d'ailleurs. Mais je l'aime bien. Alors ça oui, mais oui, enfin, faut le donner, c'est qui? C'est Ali Badou. Ali Badou. Ah, Ouais. d'accord. Et je crois qu'il y a, alors pas elle, mais des membres de la famille d'Abel Bent aussi qui ont profité du système. Bon voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Mais c'est pour dire qu'un lycéen, on essaie de lui donner des exemples très concrets pour montrer que la corruption, justement, c'est pas que le grand crime organisé, l'Élysée et les parlementaires. Ça commence à la maison, quand on a le petit frère ou la petite sœur qui vient de naître et que les parents vont à la mairie en disant écoutez, vous ne pourriez pas m'avoir une place en crèche et puis on pensera à vous lors du prochain scrutin. Enfin, c'est des choses très banales et très quotidiennes finalement, la corruption. Alors, je reviens sur 3 cas qui sont en cours, hein, d'ailleurs. On a encore Jean-Paul Delevoye. Là, c'est le Parti socialiste, mais on a un dossier quand même qui est important. Vous pouvez résumer, Jean-Paul Delevoye? Là, moi, je suis pas. Ouais, mais non plus, je maîtrise pas complètement. En fait, on se méfie, on fait vraiment gaffe sur les affaires en cours parce que on a un peu peur des diffamations, donc on est assez prudent. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une histoire de cumul des fonctions et de non-déclaration de certaines des activités qui rapportaient de l'argent à Jean-Paul Delevoye, et donc il n'a pas déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dont on parlait tout à l'heure, et donc c'est à ce titre qu'une enquête a été ouverte, un signalement de la Haute Autorité à la justice. Et là où quand même c'est un petit peu choquant, c'est que donc monsieur Delevoye, sur le plan de l'éthique, pas sur le plan du droit, sur le plan de l'éthique, il touchait quand même 5 300 € d'un espèce de think tank, donc pas grand monde n'a compris à quoi ça servait, dans le domaine de l'éducation, pour promouvoir une éducation à l'économie, je crois. Alors, en plus de ses rémunérations il était au commissaire ou secrétaire d'État. Ouais, il était devenu secrétaire d'État. Donc, c'est évidemment strictement interdit par la Constitution de cumuler une rémunération au titre de membre de gouvernement avec des rémunérations privées. C'est juste strictement interdit, et c'est quand même assez surréaliste que ce soit pas encore complètement compris par tout le monde. Ça. Moi, il y a une question que je me pose. Moi aussi là-dessus. Au-delà de l'aspect juridique que vous avez soulevé et de l'aspect éthique que vous avez soulevé, vous les avez un peu opposés ou mis en parallèle. Ils sont complémentaires. Oui, il y a un autre aspect qui m'a vraiment sidéré sur l'affaire Delevoye, c'est l'aspect intellectuel. Parce que on nous a dit, certaines personnes ont dit, il est de bonne foi. Il est de bonne foi. Ça veut dire qu'on confie les rênes de l'État à des gens qui sont infoutus de se souvenir
qu'ils ont telle et telle rémunération, telle ou telle fonction. C'est-à-dire que le niveau d'indigence intellectuelle qui fait qu'on ne se souvient pas des postes qu'on occupe, et c'est à des gens qui sont infoutus de se souvenir du poste qu'ils occupent qu'on confie des responsabilités. Je pense que c'est là la faute la plus grave. S'il est de bonne foi, c'est encore plus grave que s'il triche. Parce que s'il triche, c'est qu'il est intelligent et avisé, mais peut-être un peu trop stupide pour penser qu'il ne va pas être pris. Mais s'il est de bonne foi, c'est qu'il est vraiment incompétent pour négocier quoi que ce soit au nom de l'État. C'est ça qui m'a interpellé. C'est une réflexion purement intellectuelle. Et je pense qu'il faudrait sensibiliser aussi la population à ça. Comment quelqu'un peut-il dire « je suis trop bête pour me rendre compte que j'ai commis une faute, mais je suis assez intelligent pour faire partie des dirigeants du pays ». Ouais, non, mais c'est sûr, ça interpelle. Il y a un autre élément qui me choque avec Jean-Paul Delevoye, et ça rejoint ce qu'on disait sur Sylvie Goulard tout à l'heure. Les 5 300 €, c'était en échange de quoi exactement ? Oui. C'était en échange de quoi ? On a besoin de savoir, parce qu'a priori, il n'était pas 35 heures par semaine au service de ce think tank. Et pourquoi il est rémunéré cette somme-là ? À quoi ça a consisté ? Est-ce qu'il a fallu faire valoir certains intérêts, etc. Je mets des points d'interrogation, hein, j'en sais rien, j'espère que l'enquête le dira. Mais lorsqu'il y a des rémunérations qui arrivent, et il y en a plein d'ailleurs, je fais un petit peu de pub pour Vincent Jauvert, journaliste chez l'Obs, qui a sorti Les Voraces cette semaine, où il raconte à quel point François Baroin cumule les rémunérations. À quoi ça correspond ? Qu'est-ce que vous faites pour mériter une telle rémunération ? Et c'est à mon avis là que les enquêtes doivent s'orienter. Après, c'est le problème aussi des systèmes de présidence ou de siège dans des conseils d'administration. J'avais lu un... Bon, enfin, on ne se souvient pas qu'on fait partie d'un conseil d'administration quand même. Attends, c'est qu'il y a des élus qui siègent dans 15 à 20 CA. Et alors ? De par leur fonction. Non, mais je ne les défends pas. Là, c'est peut-être aussi un problème, c'est qu'il y a un système de cumul. Quand vous êtes président de région, d'emblée, de facto, vous devenez président d'une quinzaine de structures, parce que c'est la loi, c'est comme ça, c'est quasiment automatique. Bien donc sûr, au bout d'un moment, donc c'est forcément des sièges, enfin c'est des sièges qui ne servent à rien. Ce que je voulais, pardon, je dis n'importe quoi, c'est pas que ça sert à rien, c'est que... c'est fictif. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est-à-dire que ça n'est pas C'est directement honorifique. perceptible par la personne qui occupe le siège. Là, ils gagnent de Mais l'argent. quand même. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas parce que ce n'est pas éthique que c'est illégal. C'est Ouais. ça aussi le problème. Tout à fait. C'est qu'il y a plein de choses qui sont totalement légales et qui sont, sur un plan éthique, absolument catastrophiques. Oui, ça c'est la dialectique du droit et de la morale. Voilà. Ouais. La deuxième question que j'avais, c'est sur le cumul du mandat. Pourquoi lui et pourquoi pas les autres ? Tu penses à qui, les autres ? Je sais pas. Je suis Alors, pas dans le je suis attention, pas dans Ouais, le c'est terrain. pas- La haute Donc, autorité. Alors voyez là, il y a un problème. On Ouais. voit quand même depuis effectivement 3-4 ans avec on resserre les boulons quand même sur les déclarations d'intérêt et de patrimoine. La haute autorité, c'est une cinquantaine de personnes qui doit éplucher les déclarations de milliers et de milliers d'élus. C'est un travail titanesque. Autant dire que la haute autorité n'est pas du tout équipée en ressources humaines pour gérer tout ça. Vous cumulez à ça, on ajoute à ça effectivement la mauvaise foi, l'oubli, des Alzheimer précoces de ces élus qui clairement, enfin là, on voit sur 3 ou 4 ministres déjà, ont oublié une villa par-ci, des parts de société par-là, la participation à un think tank d'un côté, enfin ça devient, enfin si c'était pas aussi triste, on pourrait dire que c'est clownesque. Donc, en Mais fait, là, on a clairement on a un outil fabuleux, mais qui ne permet pas vraiment de vérifier. C'est déclaratif. Donc, c'est compliqué. c'est ce qui explique qu'il y a encore des problèmes de cumul et de non-déclaration. C'est qu'ils se disent peut-être, je vais passer à travers les mailles du filet, puisque la haute autorité va forcément fonctionner par échantillage. C'est ce qui se produit, j'imagine. Tout à fait. Ouais, je pense que tu as raison. On parle de Ségolène Royal, c'est la dernière là en ce moment. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est tout frais, donc là encore, Ah, c'est... oui, on Là, parle de c'est conditionnel. c'est hein. l'utilisation. Là, c'est du conditionnel. Alors, alors, ça vient d'une enquête Ouais. de journalistes, de l'équipe de la cellule d'investigation de Radio France, qui a enquêté effectivement sur le planning de travail de l'ambassadrice des pôles, et ils se sont rendus compte qu'elle disait être à des endroits où elle n'était pas forcément, et surtout qu'elle était accompagnée de personnel qui normalement n'était pas dédié aux actions qu'elle était en train de mener.
Donc il s'agit maintenant pour elle de montrer que ses activités, et notamment l'usage du personnel qui était mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice, avait bien pour travail de la soutenir dans son activité d'ambassadrice et non pas La promotion de son livre. la promotion de son Notamment. livre, d'autres choses. Et avec des montants effectivement, qui semblent être relativement importants. Mais c'est important quand même de souligner qu'elle était bénévole, ambassadrice bénévole. Elle n'était pas Oui. rémunérée, elle Non. était Il n'y défrayée. a pas d'enrichissement, Non, Voilà. il n'y a pas de mais il y question a quand même, d'enrichissement. elle avait un budget à gérer C'est ça. et on la soupçonne pour l'instant, puisque tout est au conditionnel, d'avoir utilisé une partie de ce budget pour faire la promotion de son livre ou pour des activités personnelles. Ouais, Donc tout elle à aurait fait. profité d'un personnel mis à sa disposition ou d'outils, quels qu'ils soient, en numéraire ou autre, pour son profit quand même. Ça pose une autre question à délier peut-être de Ségolène Royal, mais de ces postes honorifiques qui peuvent exister dans la fonction publique et qui servent parfois à recaser des ex-responsables politiques. Et donc Ségolène Royal, elle était en ce qu'on appelle ambassadrice thématique. C'est-à-dire que tu es ambassadrice ou ambassadeur, mais pas dans un pays, sur un sujet. Michel Rocard avait occupé ces fonctions par le passé aussi. Et puis, il en existe donc ce type Et de Michel poste. Rocard était à toutes les réunions. Michel Rocard, il faisait le taf, a priori, ouais, ça, ouais, tout à fait. Il en existe d'autres, on peut Pour moi, penser... ça fait partie, Michel Rocard, pardon, je l'ai rencontré, c'est pas parce que je l'ai rencontré, mais d'une des figures politiques les plus exemplaires qui soient en termes d'éthique et d'idéologie. Qu'on partage ou pas ses opinions, hein. Ouais, moi, j'ai pas d'avis, je connais pas assez, mais bon, Oui, le parce Parti que- socialiste de son époque était pas... Oui, parce qu'on vous parlait, tout à l'heure, tu parlais de Macron, qui avait effectivement une explosion de la corruption. Après, c'est une question aussi de focale. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a des outils, il y a des nouvelles instances, il y a des associations qui font quand même un gros... aussi, encore une presse indépendante, c'est pas facile, mais elle est là, qui font un gros travail pour faire remonter les affaires. Mhm. Malheureusement, À sous l'époque, Sarkozy et sous Chirac, enfin Chirac, il s'est quand même passé, s'en est Ouais, passé des vertes et ouais, des pas mûres. Pasqua, il a été mis en examen 50 Il a été, fois, il a été condamné une fois, Pasqua, qu'une seule Quand fois. même, enfin, dans c'est- l'Ogologate. Bon, et Mhm. Chirac, alors Chirac, tout le monde l'a encensé quand il est décédé. Ça n'était d'ailleurs, j'ai trouvé ça absolument obscène, parce Mhm. qu'il a quand même des affaires, de très grosses affaires Oui, oui. 12 affaires. sur le dos, plus tout ce qui n'a pas été jugé, plus les choses qui traînent depuis 30 ans avec des affaires où il est impliqué. Bon, bref. Donc c'est difficile de dire lui plus qu'un autre, parce Mhm. qu'après c'est une question aussi Bien sûr. de diagnostic et à l'instant T. Mhm. J'ai une question sur Ségolène Royal. Elle était ancienne candidate à la présidentielle. Peut-être qu'elle va revenir pour faire la même chose. Il y a peut-être des gens qui se disent, mais comme c'est le fait d'être présidente de la République, elle est trop puissante. On peut rien faire. Trop puissante pour être atteignable, c'est ça que tu veux Ouais, dire? exactement. Ouais, bah là, elle est un peu dans l'œil du cyclone quand même. J'ai l'impression que Oui, ça a mais pas l'air d'être on est facile. d'accord. On a Ouais. peut-être pour l'instant le journalisme pour ça, oui, peut-être, oui. Il y a des infos, etc. Mais peut-être que dans la tête des gens, pour certains, c'est ah oui, mais c'est bon, on a quelques infos, mais quoi qu'il arrive, on sait que elle est tellement puissante que ça marchera pas. Enfin, grosso modo, elle va encore dans les filets de. Passer entre Alors, mailles du filet. Voilà. tu vas peut-être dire encore qu'on est une officine de gauche parce que je vais Parce vais que c'est prendre encore Ségolène Royal. parallèle. Non, mais je vais Ouais. prendre un parallèle Mhm. avec quelqu'un d'autre qui est extrêmement puissant, en tout cas qui l'a été, Nicolas Sarkozy. Donc, il a été président de la République. Il est quand même, il va être jugé cette année. Il va être jugé. Ça Alors, a pris prend- du temps Ah encore, oui, ça hein. prend Ça a trop de pris temps. énormément ça, de temps. ça, on est complètement d'accord. Ça prend beaucoup trop de temps, ça c'est sûr, mais parce que les C'est institutions côté, elles sont complexes. ça peut donner l'impunité en fait, de Oui, dire tiens, alors, bon, de toute façon, ouais. je l'ai Ouais, pendant tout à fait. 10-15 ans. Quoi. Il y a une dimension, les instructions, les enquêtes, elles sont très complexes et donc elles prennent du temps. Et puis il y a une autre raison, et celle-ci, elle fait le lien avec ce que tu disais Arnaud, c'est tout ce qui est régime des immunités en France, Mhm. qui est quand même encore un espèce de reliquat de l'ancien régime où quand tu es député ou quand tu es membre d'un gouvernement, Intouchable. membre d'un gouvernement, si on commet une infraction en lien avec sa fonction, on est jugé par une juridiction qui n'est pas. Ouais, Enfin, qui est c'est une pas juridiction c'est la spéciale. Cour de justice de la République. Il va Mhm. peut-être disparaître. Macron l'avait promis. Mhm. Donc effectivement, là aussi, il y a une question de je suis puissant ou alors j'occupe des responsabilités politiques. Il va être plus difficile de m'atteindre. Ça, c'est vrai. Mais le temps fait parfois, et l'abnégation des juges, et l'abnégation des médias et des assos citoyennes comme la nôtre, ça fait que même si c'est 10 ans après,
quand même, il y en a certains qui se font rattraper. Jacques Chirac, La vérité prend l'escalier. Ouais. Jacques Chirac, ancien président de la République, il a été condamné. C'est d'ailleurs le premier à avoir été condamné. Donc on verra ce que ça donne le procès pour les écoutes de Sarkozy cette année. Peut-être qu'il sera condamné également. On verra. Et pourtant, il est puissant. Et il y a le dernier, c'est Alexis Kohler, c'est en ce moment, et c'est parce que Richard en a parlé un tout petit peu sur la compétence ou incompétence en fait du gouvernement actuel. Donc déjà un message en fait sur Alexis Kohler, sur son affaire, et puis sur la compétence du gouvernement de cette cinquième Tu République. veux dire un mot sur Alexis Kohler Moi, j'aime pas trop parler des affaires parce Ouais. que c'est tellement touchy. En plus, on n'est pas juriste, ni Carole ni moi. ouais, Et donc, c'est- Et sur une affaire- la Alors, compétence, ce que dans ça ce cas-là, dit, sur la ce que ça compétence. dit, un peu. peut-être. Oui, Voilà. l'esprit de l'affaire. Donc Oui. Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée, il y a un problème, c'est qu'il est resté dans un conseil d'administration, une très grosse entreprise qui est MSC, qui est le numéro 1 mondial des armateurs. Mhm. Il a pris des décisions dans le cadre de ce conseil d'administration qui impliquait une très grosse entreprise française. Et donc on se demande, là pour le coup il est un peu jugé parti, donc c'est très compliqué. D'autant plus qu'il y a des liens familiaux qui ont été démontrés. Il était au CA aussi parce c'est sa cousine Ouais, je crois. qui possède une part très importante de MSC. Voilà. Donc, C'est la question des conflits d'intérêts. C'est la quoi. question des conflits d'intérêts. C'est ça le cœur du sujet. C'est un énorme conflit d'intérêts parce que ce sont Et donc des- il n'était des pas en- au courant des non sommes plus, colossales. Alexis Kohler, n'était pas au courant non plus de cette affaire. Ah Voilà. Je pense qu'il était au courant que c'était sa cousine quand Ah. même, l'entreprise. On est j'espère. d'accord. Non, mais en revanche, voilà, nous, là où ça nous interroge, c'est est-ce que cette personne, quand il exerçait des responsabilités au sein de l'Agence des participations de l'État, donc en gros l'actionnaire public français, est-ce qu'il a pris des décisions dans l'intérêt de la boîte qui appartient à sa famille, ou Donc, est-ce qu'il a pris MSC, Ouais, et qui a MSC, racheté Croisière, une boîte publique qui est STX Electronics. c'est ça. Qui Ouais. aussi, c'est des enjeux industriels très importants pour l'État. Est-ce que ça répondait à l'intérêt général ou est-ce que ça répondait à l'intérêt de la boîte familiale? C'est ça la question, d'autant que quand il a quitté, il était auparavant au cabinet de Pierre Moscovici, Alexis Kohler, il était directeur de cabinet chez Pierre Moscovici. Pierre Moscovici quitte le Bercy et Monsieur Kohler a été embauché quelques mois au sein d'une direction de l'entreprise MSC qui appartient à sa cousine. Donc il y a eu plusieurs allers-retours ou alors de participation au titre public ou au titre privé dans les instances de décision qui nous fait nous interroger. Ces décisions ont-elles été guidées par l'intérêt général ou ont-elles été guidées par d'autres raisons? On n'a pas la réponse, mais en revanche on veut que ça Et c'est enquête pour sur ça ce que sujet. donc, Anticor a porté plainte en 2018. Et alors, parce que j'ai retrouvé, donc c'est pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Voilà, ce sont les deux Chef d'accusation. Ben, je vois que l'heure tourne. Déjà, ça passe vite, vous avez raison. Ouais. Et quelles sont les dernières victoires pour vous et quelles sont les prochaines échéances pour les prochaines victoires également? Allez, la Franchement, petite chose, vous avez mis le doigt sur quelque chose là cette semaine, aujourd'hui, hier? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé Ouais. chez vous? Ouais. Voilà, c'est Petite ça qui chose. m'intéresse. La petite victoire quand même de ces derniers mois, c'est quand même Balkany, la condamnation de Balkany, on a l'impression que c'est la fin d'une époque quand même. La droite des Hauts-de-Seine. Ah, on ne sait pas s'il va ressortir à un moment. Il va Ouais, peut-être bien ressortir. sûr, mais Nous, il on est attend condamné. ça en fait. Il Peut-être a en été tant que- condamné en première instance, condamné en Il s'est quand même appel. passé quelque chose. Voilà, et ça interdit certaines pratiques désormais. Bon, ça c'est la petite victoire. Et là, hier, Celles qui vont aujourd'hui, arriver, ouais. il y a quelque chose que vous avez flairé? On a énormément de dossiers en cours. Je veux dire, on a 70 affaires en cours. Il y a évidemment le procès Sarkozy qui va arriver, donc qu'on va regarder très près. Mhm. Ouais, il y avait un truc quand même dans le Canard enchaîné qui était intéressant cette semaine sur Fillon encore, qui malgré ses déboires judiciaires et son procès qui approche, continue à se faire beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas. Il gagne, ouais. Petite Avec question. du conseil, hein, là aussi. Est-ce que C'est de vous bons conseils a priori. Est-ce que vous vous occupez aussi des grandes entreprises? Parce que c'est pas encore fait, personne ne le fait. Je sais pas qui s'en Alors, occupe. Si. Sherpa, Vous avez une Sherpa, minute. Vous avez d'accord. une minute pour l'ONG répondre. de Bah, c'était- l'avocat William Bourdon, c'est tout ce qui est crime et atteinte aux personnes sur le plan économique et financier. D'accord. Ça, c'est Sherpa qui s'occupe de ça. Après, si la grande entreprise fait de la défiscalisation,
Et donc ça touche à l'argent public. Mhm. Là, on peut être intéressé. Ouais, on D'accord. n'en a pas parlé, mais l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. fiscale, c'est aussi un énorme champ de notre activité, hein. On dénonce énormément les pratiques des grandes entreprises qui passent par les paradis fiscaux, etc., hein. On Ça, en c'est reparlera votre peut-être une prochaine fois. Ok, bah écoutez, pour moi, merci pour ces informations. Merci à en vous tout pour cas. l'invitation, c'était super. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On a passé vraiment un moment passionnant. On est pile dans l'ADN de IRM. J'espère qu'on va vous revoir souvent. On a plein de choses encore à se raconter. La frustration, c'est la petite cousine du désir. Et on a encore plein de désirs de vous revoir très vite sur irm.radio. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être d'autres dossiers, d'autres secrets à révéler, d'autres choses qu'on nous cache, pas pour longtemps. Au revoir à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir, merci. Merci, à bientôt. On ne dit rien.